La 20e journée de Ligue 1, avec le premier match de cette journée qui opposera le MHSC à Monaco. Monaco qui a fait son retour dans le quatuor de tête de Ligue 1. Alors ils sont à 6 points de Lille qui est 3e avec 33 points en 19 journées. Ils ont l'occasion de rester au contact du top 3. C'est une saison un petit peu particulière pour Monaco qui est aussi puissante et impressionnante par sa façon de marquer des buts et d'attaquer que assez illisible de par la fragilité de sa défense et sa propension à prendre beaucoup de buts. Monaco qui aurait un gros coup à faire en gagnant contre Montpellier. Montpellier qui a mal fini la série des matchs allés avec une défaite à Marseille et un nul décevant à domicile contre Nantes. Montpellier qui est 8e, qui est une équipe ambitieuse qui fonde de bons espoirs sur la deuxième partie de championnat. C'est une équipe qui est difficile à jouer, alors qui avait la réputation d'être très difficile à jouer à domicile et assez inefficace à l'extérieur, mais en fait sur la première partie de saison c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Montpellier qui voudra se racheter et recoller aussi aux équipes de tête, donc ça va être un match très intéressant entre le 4e et le 8e à la Mosson. Non, je ne crois pas que Montpellier se soit vu trop beau ou été trop ambitieux. C'est une équipe qui a de vraies qualités, qui a eu un coup de mou, mais à Marseille ils perdent sans faire un mauvais match. Ils ont même eu des belles séquences, et l'ironie c'est que l'année dernière ils avaient fait un match nul sans rien montrer ou quasiment à Marseille, et là en faisant un match qui est tout à fait respectable, ils perdent 3-1. La déception c'est plus de ne pas avoir gagné contre Nantes, qui n'est pas une équipe qui est censée être dans leur championnat, qui en tout cas être bien à leur portée. Donc là ils ont l'occasion à domicile de reprendre leur marche en avant, mais le fait que Montpellier soit un candidat au top 6-7 de Ligue 1 est aussi la preuve que Montpellier est un club qui va bien, parce que Montpellier ne fait pas partie des 6 plus gros budgets de Ligue 1. Il y a effectivement deux Monaco. Il y a le Monaco qui attaque, qui lui est flamboyant, qui est extrêmement efficace, emmené par un trio offensif avec Gelson Martins, Ben Yedder et surtout Volland, qui est une superbe recrue, qui marque des buts, qui combine extrêmement bien. Donc ce Monaco-là est extrêmement puissant. Et puis il y a le Monaco qui défend, qui lui est beaucoup plus friable, qui n'est pas toujours très équilibré sur les transitions défensives. La caricature de ça a été le match à Lyon, il y a un petit peu de mieux, mais très clairement, Monaco attaque beaucoup mieux qu'il ne défend. L'OM qui accueille Nîmes, on va dire le derby du Sud. L'OM qui est un bon coup à jouer sur cette 20e journée, parce que devant eux, Rennes ira jouer un derby compliqué à Brest. Il y a Monaco qui va jouer à Montpellier, et l'OM accueille Nîmes. Nîmes, le dernier de Ligue 1, qui est sur une série absolument catastrophique. L'OM qui a donc l'occasion de recoller au quatuor de tête. L'OM qui a perdu en trophée des champions contre Paris ce mercredi soir. La possibilité de se remettre la tête à l'endroit et de recommencer sa marche en avant, mais avec tout autre résultat qu'une victoire pour côté marseillais serait une grande déception. L'OM peut viser le trio de tête et espérer se qualifier à nouveau pour la Ligue des Champions, même si j'ai l'impression que sur la première partie de saison, il y a les 3 équipes, à savoir Lyon, Paris et Lille, qui se détachent un petit peu des autres. Mais l'OM n'est pas distancé. En gagnant ce week-end, il pourrait espérer retrouver une 4e place à 4 ou 6 points des 3e, donc toujours à distance possible, parce qu'il ne faut pas oublier que l'OM a 2 matchs de retard, donc ils peuvent toujours avoir cet espoir-là. Maintenant, dans le jeu, il va falloir montrer pas mal de choses sur cette deuxième partie de saison, et je pense que l'OM va être très tributaire de ses hommes forts. Il va falloir que ses leaders, Payet, Thauvin notamment, soit extrêmement efficace sur cette deuxième partie de saison. Espérer que Benedetto marque des buts, que la recrue éventuelle numéro 9 qui pourrait être Milik à suivre marque des buts également. Et ça va être une deuxième partie de saison qui va être très intéressante pour l'OM, qui n'est plus qualifié en Coupe d'Europe, qui va avoir un match par semaine à préparer et qui va devoir performer. Nîmes n'est pas condamné, mais ça sent très clairement mauvais, on peut pas dire autrement.
non seulement les résultats ne sont pas bons, Nîmes a perdu beaucoup lors de sa rencontre à domicile face à Dijon, qui est un concurrent direct au maintien. Ils ont aussi perdu beaucoup à Lorient et ils sont sur une série absolument catastrophique et visuellement ce que produit Nîmes est inquiétant et oui, il va falloir une grosse force de caractère et, pour espérer continuer en Ligue 1 côté nîmois. Le derby breton. Brest qui accueille Rennes, match très intéressant en perspective entre une équipe de Brest qui est solidement installée dans le milieu de tableau, qui est une équipe extrêmement plaisante à voir jouer, qui produit beaucoup de jeux avec notamment beaucoup sur la largeur et des grandes phases de possession. Il est très fréquent du côté de Brest que par exemple ce soit Perrault qui centre d'un côté et que ce soit Pierre Gabriel qui reprennent de l'autre. Enfin, ça donne des signes quand un latéral centre et que c'est un autre latéral qui a la réception. Brest, qui est une des équipes les plus agréables à voir jouer en Ligue 1, qui accueille Rennes. Rennes, 5e, qui a eu une passe très difficile, on va dire, sur le mois de octobre-novembre, qui revient bien, qui est 5e avec à 6 points de la 3e place, qui va devoir afficher ses ambitions. Du côté rennais, je pense qu'on n'a pas oublié le derby de l'année dernière et ça va être un match qui va être extrêmement intéressant et qui pourrait faire beaucoup de bien dans l'élan côté rennais et sinon une confirmation de la qualité de la première partie de saison côté brestois. Non, les ambitions de Rennes ne sont pas forcément revues à la baisse. Il y a eu un petit temps où le coach Julien Stéphan disait qu'il fallait se préparer à jouer le maintien. C'était un électrochoc, une façon de réveiller probablement ses troupes. Un club qui investit 70 millions dans le mercato n'est pas fait en Ligue 1 pour jouer le maintien. Et ils sont bien revenus sur la fin de saison. Bien revenus, alors, c'est-à-dire qu'ils ont gagné des matchs comme contre Marseille ou contre Lorient sans forcément briller, mais ils sortent d'un match extrêmement convaincant, en tout cas 75 minutes vraiment convaincantes contre l'Olympique Lyonnais, même si le résultat, au final, ils n'ont pris qu'un point. La qualité de ce qu'a montré Rennes pendant 75 minutes, je suis pas loin de penser que c'était leur meilleur match du début de saison et qu'ils vont pouvoir s'appuyer sur ça. Si au niveau comptable, ça n'a pas été une grande satisfaction, je pense qu'au niveau du jeu, Rennes a trouvé beaucoup de certitudes. Angers-PSG, Angers qui est solidement installé dans, on va dire, le premier tiers du championnat, ils sont 7e, donc pas tout à fait, mais qui sont à 3 points seulement de la 4e place. Angers, qui est une des valeurs sûres de Ligue 1, qui fournit des prestations souvent convaincantes, avec un jeu extrêmement équilibré. Sur la première partie de saison, j'ai trouvé Fulgini extrêmement bon. Ils accueillent le PSG. Alors quand tu accueilles le PSG, tu es toujours tributaire de la motivation et de l'engagement que va mettre Paris, puisque très clairement, quand Paris est à son niveau, il n'y a personne en Ligue 1 qui peut lui résister, en tout cas pas Angers. Paris qui sort d'une victoire et qui a gagné son premier trophée de la saison et Pochettino, de 3e match, un trophée, donc le trophée des champions. J'ai pas encore vu la patte Pochettino du côté de Paris. Ça va se faire avec les semaines. De toute façon, l'idée de Paris, c'est toujours rester en tête en Ligue 1, en tout cas à portée de fusil de Lyon, et de continuer à avancer, de préparer la confrontation face au Barça en Ligue des Champions. Il n'y a pas encore de patte Pochettino. On peut voir qu'il va y avoir une concurrence entre Icardi et Kean. Maintenant, Kean avait aussi joué parce qu'Icardi était indisponible. Icardi a montré qui était Icardi lors du trophée des champions. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va toucher 15 ballons ou 20 ballons maxi dans un match, mais qui va se procurer 3 occasions et marquer un but. C'est cette patte-là. C'est une patte qui est extrêmement efficace en championnat. C'est un joueur
joueur qui marque toujours beaucoup en championnat, dont certains pensent qu'il peut peut-être avoir du mal dès qu'arrive le très haut niveau, comme le Final 8 l'année dernière ou les gros matchs de Ligue des Champions. Donc ça, c'est à suivre. Après, maintenant, la patte Pochettino, ce qu'on peut dire, c'est que le positionnement de Verratti porté plus haut est un de ses choix et qui sera jugé sur la durée comme les autres. Mais en tout cas, il apporte, j'ai l'impression, de la nouveauté du côté du PSG. Nantes-Lens, Nantes qui est à 3 points des barragistes, à la 17e position, qui accueille le Racing Club de Lens, qui est installé dans la première partie de tableau après une première partie de saison très convaincante, même si les 2-3 derniers matchs ont été un petit peu plus difficiles. Nantes qui reste sur 2 matchs nuls, un à domicile, contre Rennes, le derby, et l'autre à l'extérieur contre Montpellier. C'est un bon point pris à Montpellier, et si Nantes avait énormément été très compact contre Rennes, ils ont montré pas mal de choses contre Montpellier. Le match à Montpellier, j'imagine qui doit être sujet à pas mal d'espoir du côté du coach et de l'environnement nantais, parce que le FC Nantes avait fait plutôt un bon match à Montpellier. Nantes n'est qu'à 3 points de Dijon, donc il va falloir gagner des matchs, parce que avec la victoire à 3 points et le match nul à 1 point, on n'avance pas très vite. Dijon et Saint-Étienne sont là aussi pour en témoigner. Donc il va falloir gagner, donner un nouvel élan côté nantais, si on veut pas vivre une saison tendue. Alors déjà que c'est tendu dans les coulisses et dans l'extra sportif du club, il faudrait pas que sportivement ça continue à être tendu du côté nantais. Nice-Bordeaux. C'est un match de milieu de tableau. C'est Nice, le 13e, très décevant. Qui accueille Bordeaux, le 10e, qui est décevant. C'est un match pour lequel, footballistiquement, y a pas mal de choses à craindre, parce que les dernières prestations niçoises n'étaient vraiment pas convaincantes et n'étaient pas enthousiasmantes. Bordeaux est une équipe qui va un petit peu mieux depuis sa dernière victoire contre Lorient, même s'il y aurait beaucoup à dire sur le contenu. Bordeaux qui se déplacera encore sans Hatem Ben Arfa, qui est la patte créative des Girondins. Bordeaux a l'occasion de s'installer plus confortablement au milieu de tableau en cas de bons résultats à Nice. Et du côté de Nice, il va falloir retrouver un nouvel élan que le changement de coach n'a pas déclenché. Nice, c'est une déception. Oui, sur la première, après le mercato et sur la toute première partie de la saison, on pouvait fonder des espoirs sur l'OGC Nice qui, même sans bien jouer, arrivait à marquer des points. C'était le cas contre Lens en ouverture. Ils ont gagné aussi à Strasbourg. Ils avaient une efficacité offensive, notamment dans la complémentarité Gouiri-Dolberg, qui leur permettait de masquer certaines faiblesses. Sauf que les mois passant, les faiblesses ont été de plus en plus importantes. Et oui, Nice est peut-être la plus grosse déception de cette première partie de saison. Si on met en rapport les efforts financiers, les espoirs qu'avait suscité l'OGC Nice et le rendu qui est extrêmement décevant, que ça soit sportivement et comptablement. Strasbourg-Saint-Étienne, c'est le 15e qui accueille le 16e de Ligue 1. C'est deux équipes qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là de classement, qui sont sur des dynamiques qui sont assez différentes. Strasbourg est sur une dynamique où ils sont en progrès depuis quelques matchs. Ils ont longtemps été relégables et se sont relevés au classement avec des résultats favorables. Saint-Étienne, qui est une équipe qui n'a plus gagné, qui n'a gagné qu'une fois depuis la 4e journée.
Saint-Étienne a commencé par 3 victoires en 3 matchs et depuis au soir de la 3e journée qui était à Marseille, je crois, Saint-Étienne n'a gagné qu'une fois à Bordeaux. Donc les résultats sportivement sont absolument catastrophiques. Il y a eu une série de matchs nuls qui ne te permet pas, malheureusement pour les Stéphanois, d'avancer au classement puisque tu ne prends qu'un point. Malheur au vaincu. Le vainqueur se donnerait un peu d'air par rapport aux relégables et barragistes et le perdant resterait à portée de fusil du barragiste. Donc malheur au vaincu sur ce match-là. Je ne sais pas si Saint-Étienne était vraiment préparé à jouer le maintien. Perso, je crois pas. On peut parler de transition, on peut parler d'années pour reconstruire, mais sportivement, depuis l'arrivée de Claude Puel, donc il y a 15 mois, les résultats sont catastrophiques. On peut pas dire autrement. Il y a une phase de reconstruction qui est quasi obligatoire, mais il n'empêche que les résultats sportivement sont catastrophiques et que Saint-Étienne, même s'ils sont pour le moment pas en danger par rapport au maintien, ils vont devoir prendre le maximum de points pour se donner un peu d'air et reconstruire de façon un peu plus sereine. Et le changement qu'il y a eu au niveau de la direction générale dans la semaine à Saint-Étienne est lié aux mauvais résultats sportifs de Saint-Étienne depuis 15 mois et remet clairement en cause la politique et en tout cas le pouvoir qu'avait Claude Puel à Saint-Étienne. Lorient-Dijon, clairement le match qui est dans la lutte pour le maintien, c'est le 19e qui accueille le 18e. C'est une journée qui peut être très intéressante dans la perspective du maintien et des barrages, puisque Strasbourg, le 15e, accueille Saint-Étienne, le 16e, et le 19e Lorient accueille donc Dijon le 18e. Ils sont sur des dynamiques un petit peu différentes. Dijon est sur une dynamique plutôt positive puisqu'ils ne sont plus relégables. C'est la première fois, je crois, depuis le début de saison que c'est le cas du côté dijonnais. S'il y a eu peu de victoires, je crois une seule du côté dijonnais, mais elle était très importante puisqu'elle était du côté de Nîmes. Depuis le changement de coach avec l'arrivée de David Linares, les résultats sont plutôt quand même positifs puisqu'ils sortent d'un match nul à Reims, ils sortent d'un match nul aussi à domicile contre l'OM. Donc ils sont sur une dynamique qui est plutôt positive et Dijon peut espérer continuer sur cette dynamique-là et je pense que une victoire dijonnaise en terre lorientaise mettrait un grand coup derrière la tête au club entraîné par Christophe Pélissier. Lille-Reims, Lille le troisième ex-aequo avec le PSG qui accueille Reims qui est sur une nouvelle dynamique après un premier tiers de championnat très 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 compliqué et assez inattendu pour être tout à fait honnête côté rémois. Il y a eu une prise de conscience depuis notamment le match contre Nantes à domicile alors qu'ils étaient menés au score, ils étaient revenus pour l'emporter facilement face aux Nantais. Ils sont sur une dynamique positive. Ils ont été gagnés notamment, ils ont gagné à domicile contre Saint-Étienne. Après, aller chercher un résultat à Lille sera pas chose aisée. Au bout de 20 journées, Lille n'a perdu que 2 fois à Brest et dernièrement, lors de leur dernière rencontre à domicile face à Angers. Lille qui est un candidat très clair pour la Ligue des Champions, qui va vouloir recommencer une dynamique relancée le week-end dernier à Nîmes après une victoire à 1-0. Lille est un candidat au podium et Reims va vouloir continuer d'enchaîner ses résultats positifs pour rester à distance très respectable des relégables et barragistes. L'OL qui accueille Metz, l'OL, le champion d'automne. Leader de Ligue 1 à l'issue des matchs allés, qui accueille le FC Metz.
L'OL qui va vouloir continuer sa série, la meilleure série de Ligue 1, puisqu'ils n'ont plus perdu depuis le match à Montpellier. Ça fait donc 18 matchs sans défaite. Et en plus de ce score déjà extrêmement valorisant, ils étaient menés 2-0 le week-end dernier à Rennes. Et ils ont trouvé les ressources mentales et la qualité, ça tout le monde la connaît, pour revenir et sortir du Rosen Park avec un match nul. Les voyants sont au vert, si on peut dire ça, du côté de l'OL, qui va vouloir continuer sa marche en avant et montrer, rester le plus solidement installé en place, leader de Ligue 1. Oui, l'OL peut espérer en tout cas jouer le titre. On est mine de rien déjà sur les matchs retour. Ils ont une défaite seulement en 19 matchs, 18 matchs sans défaite. Ils ont donc joué tout le monde, ils ont été gagnés au parc. Ils sont sur une série qui est bien et en plus de ça, ils ont une dynamique sportive et des transitions entre le milieu et l'attaque qui est vraiment la meilleure de Ligue 1. Le milieu de terrain de l'OL est le meilleur de Ligue 1. Lucas Paqueta fait partie du top 3 au minimum avec Botman et Yilmaz, on va dire, des recrues du côté de la Ligue 1. L'OL, tout autre résultat qu'une victoire serait décevant du côté de l'Olympique Lyonnais.